Au dîner d'anniversaire de mon père, ma mère égoïste a annoncé « Vous n'êtes plus ma famille ». Tout le monde a applaudi. J'ai ri et j'ai dit « On va voir comment vous allez vous en sortir sans moi ». J'ai fermé le compte joint, j'ai arrêté de payer le leasing des voitures, et maintenant ils réalisent qu'ils ont fait la plus grosse erreur stupide de leur vie et ils veulent se réconcilier. Salut tout le monde, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de traction, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et ça nous aide à continuer à vous apporter du contenu génial. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Maintenant, commençons la vidéo. Eddie, putain, ça a explosé pendant la nuit, ou plutôt ma boîte de réception. Merci pour les awards, chers inconnus bienveillants. Pour répondre à quelques questions courantes, 1. Oui, c'est ma vraie vie, malheureusement. 2. Non, je ne me sens pas mal pour ça. 3. Oui, j'ai des captures d'écran, des preuves de tout. 4. Non, je ne me réconcilierai pas avec eux de sitôt. TL, DR, après des années à soutenir financièrement ma famille d'Antitold, ils m'ont publiquement renié lors du dîner d'anniversaire de mon père quand ma mère a fait cette annonce, sans s'attendre à ce que je les coupe vraiment. Quand je l'ai fait, ils ont essayé de me poursuivre en justice, ont commis du vol d'identité et ont répandu des mensonges. Je me suis vengé en exposant leur fraude, en les faisant enquêter et, finalement, en les forçant à devenir des adultes autonomes. J'ai 32 ans, je suis un homme, ingénieur logiciel dans une entreprise tech de taille moyenne à Seattle. Pas le niveau des grandes entreprises comme Fang, mais je gagne correctement ma vie, environ 175 000 € plus les bonus et les stocks options. Grandir a été difficile, d'une manière qui n'était pas évidente au début. Mon père, Tom, 58 ans, travaillait à la poste, mais il s'est blessé au travail quand j'étais au lycée et n'a pas travaillé depuis 15 ans. Ma mère, Karen, 57 ans, a essayé de devenir influenceuse Instagram à plus de 50 ans. Ouais, sérieusement. Mais elle vit surtout sur mon compte bancaire tout en se qualifiant de « consultante en lifestyle ». Ma petite sœur Ashley, 29 ans, a abandonné 3 universités différentes que j'ai payées et se présente maintenant comme consultante en médias sociaux, malgré le fait qu'elle ait peut-être 2000 abonnés sur toutes les plateformes. Le soutien financier à leur égard a commencé modestement quand j'ai décroché mon premier emploi de codeur. Mais au fil des années, ça a pris de l'ampleur jusqu'à ce que je finance pratiquement tout leur mode de vie, la maison, les voitures, les cartes de crédit, les vacances, tout. Je me disais que c'était temporaire, qu'ils allaient se remettre sur pied. Mais au fond de moi, je savais qu'ils m'utilisaient simplement. Donc, je suppose que je devrais commencer par la nuit où tout a explosé, le dîner pour les 58 ans de mon père. Ma mère avait choisi ce steakhouse ultra cher appelé The Capital Grill, où le steak le moins cher coûtait environ 85 €. Pas parce que mon père aimait la nourriture, mais à cause de l'ambiance, du voiturier, des lumières tamisées, des serveurs qui s'inclinent comme si vous étiez de la royauté. Ce genre d'endroit où ils ne mettent même pas les prix sur les menus des femmes, ce qui était une blague puisque c'était moi qui payais de toute façon. L'addition atteindrait facilement 2000 € et plus avec le vin qu'ils commandaient. Je suis arrivé avec environ 25 minutes de retard. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je ne me suis pas non plus précipité après avoir passé 14 heures à déboguer le projet urgent d'un vice-président quelconque qui aurait pu attendre jusqu'à lundi. Quand je suis entré, ils étaient déjà en train de dévorer les amuse-bouches qui coûtaient probablement plus que ce que la plupart des gens dépensent en courses pour une semaine. Maman m'a fait un signe dédaigneux de la main comme si j'étais un simple garçon de salle. Papa n'a même pas levé les yeux de son assiette. Ashley a jeté un coup d'œil à son téléphone comme si j'avais interrompu quelque chose d'important sur TikTok. Il y avait environ 14 personnes à table, quelques cousins, 2 tantes, la coach de vie de maman, Diane, qui lui facture 200 € de l'heure pour des conseils du genre « manifeste ta vérité ». Et 3 femmes que je n'avais jamais vues et qui étaient probablement là juste pour dire à maman à quel point sa nouvelle coupe à 400 € était féroce. Je me suis assis à l'extrémité de la table, le plus loin possible de l'action. La conversation était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, Ashley qui parlait de ses collaborations de marque comme si c'était une entreprise révolutionnaire, spoiler, elle a gagné 600 € l'année dernière avec ça. Papa qui faisait des commentaires sur le fait que certains d'entre nous comprenaient le vrai travail, évidemment dirigés vers moi, alors que je finance littéralement toute leur putain de vie. Mon oncle Pete, 55 ans,
qui me demandait quand j'allais investir dans son dernier schéma pour s'enrichir rapidement, en vendant je ne sais quel complément nutritionnel qui n'était définitivement pas une pyramide de Ponzi. Narrateur, si, c'en était une. Maman souriait à tout le monde comme si elle était Kim Kardashian recevant des paysans. Chaque fois que le serveur passait, il commandait encore plus de choses sans même me regarder. Une autre bouteille de vin à 300 €, des tours de fruits de mer, des accompagnements supplémentaires. Personne ne disait merci, ni même ne reconnaissait que j'allais régler l'addition. C'était juste attendu. Comme ça l'avait été pendant les 8 dernières années. Je comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse partir, en me disant que j'allais faire comme d'habitude, attendre le dessert, glisser ma carte de crédit au serveur, inventer une excuse sur une réunion matinale et filer. C'était la routine. C'est à ce moment-là que maman s'est levée et a fait teinter son verre pour porter un toast. Tout le monde s'est tu et s'est tourné vers elle. Je m'attendais au discours ringard habituel, à mon merveilleux mari, ou à une blague interne de leur époque à l'université que personne ne comprend, mais que tout le monde fait semblant de trouver drôle. Mais elle a dit, à un nouveau commencement. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus une famille. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était une blague bizarre. Comme si elle allait enchaîner avec quelque chose sur le fait que nous devenions une dynastie ou une autre connerie. Mais elle ne l'a pas fait. Les gens ont vraiment commencé à applaudir. Pas fort, mais assez pour que ce soit réel. Mon cousin Tyler, 27 ans, a même murmuré, il était temps, dans sa barbe. J'ai regardé papa. Il n'avait pas l'air choqué ni surpris, juste satisfait, comme si tout ça faisait partie du plan. C'est là que quelque chose en moi a craqué. J'ai commencé à rire. Pas un vrai rire, plutôt ce genre de gloussement stupide qui sort quand quelque chose est tellement tordu que tu ne sais pas comment réagir autrement. Puis j'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti les clés de la Tesla Model Y à 78 000 € que je leur avais acheté l'année dernière. Oui, je sais, je suis un idiot. Je les ai laissés tomber sur la table avec un bruit sourd qui a fait sursauter tout le monde. Eh bien, vous n'en aurez plus besoin, ai-je dit. Le sourire de maman s'est figé. La main de papa s'est arrêtée à mi-chemin de son verre de vin. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, je me suis connecté au compte Trust joint que j'avais ouvert pour eux tous, celui qui payait leur hypothèque de 4 200 € par mois, l'appartement en centre-ville d'Ashley à 2 800 €, toutes les cartes de crédit qu'ils m'axaient chaque mois. Généralement autour de 15 000 € au total, et je les fermais. 0. Terminé. L'expression sur leur visage, putain de merde. Toute la table est devenue complètement silencieuse. Tout le monde était figé comme si quelqu'un avait mis pause sur un film. Ashley a finalement pris la parole, c'est tout, a-t-elle demandé, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'avais vraiment grandi une colonne vertébrale. J'ai hoché la tête, ouais, c'est tout. Elle a ri. Pas un rire amusé. Plutôt comme si elle pensait que je faisais une blague stupide et qu'elle attendait la chute. Tu ne peux pas juste nous couper comme ça, a dit papa, sa voix prenant ce tremblement émotionnel faux qu'il utilise quand il essaie de me manipuler. Nous sommes ta famille. Plus maintenant, ai-je répondu en lui renvoyant les mots de maman. Tu viens de le dire toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu te souviens? Point. Le visage de maman est devenu rouge. Maintenant écoute-moi, non, c'est toi qui écoutes, les jeux coupés. Pendant 10 ans, j'ai payé vos factures, acheté vos voitures, financé votre mode de vie. J'ai transféré plus de 700 000 € à vous tous, et les remerciements que je reçois, c'est que vous me reniez publiquement. Non, j'en ai fini. Puis je me suis levé, j'ai regardé autour de la table et j'ai dit, le dîner est pour eux ce soir. Profitez-en. Et je suis sorti. Environ une demi-heure plus tard, j'ai trouvé Ashley cachée derrière un de ces rideaux chics près du fond du restaurant. Elle criait dans son téléphone, faisant les 100 pas, en s'arrachant les cheveux comme une folle. Quand elle m'a vu, elle s'est tournée et a commencé à hurler que je ne pouvais pas faire ça, que je ne comprenais pas ce que je faisais, que je détruisais sa carrière d'influenceuse avant même qu'elle ait commencé. Quelle carrière d'influenceuse, Ashley, ai-je demandé. Tu as 2000 abonnés et tu n'as pas eu de poste sponsorisé depuis 8 mois. J'étais en train de construire quelque chose, a-t-elle hurlé. J'ai des partenariats en vue. J'allais collaborer avec Fitness Babyxo la semaine prochaine. Point. Eh bien, je suppose que tu vas devoir trouver un moyen de payer ça toi-même, ai-je répondu. Puis je suis parti et je l'ai laissé là.
Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé dans un hôtel à 500 € la nuit en centre-ville et je suis resté au bar pendant quelques heures avec mon téléphone en silencieux, en regardant n'importe quel match sportif à la télé. Je ne savais même pas qui jouait. Quand j'ai enfin rallumé mon téléphone vers 2 heures du matin, il y avait 23 appels manqués, 11 d'Ashley, 6 de maman, et le reste de numéros inconnus. Probablement des proches qui se souvenaient soudain que j'existais maintenant que l'argent avait disparu. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », j'ai pris une longue douche et, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans anxiété. Voici le truc, cette merde n'a pas commencé du jour au lendemain. Depuis que j'ai décroché mon premier vrai boulot en tech à 22 ans, j'ai été la banque de la famille. Ça a commencé petit, en aidant maman juste pour les factures d'électricité du mois quand je gagnais 65 000 € comme junior dev. Puis c'était le paiement du camion de papa parce que son invalidité ne suffisait pas. Puis le premier semestre d'université d'Ashley. Elle a abandonné après 4 mois. Puis leur hypothèque quand ils étaient sur le point d'être saisis. Chaque putain de fois, il y avait une histoire sur comment c'était la dernière fois qu'ils avaient besoin d'aide. Chaque fois, il y avait une promesse sur comment ils allaient se remettre sur pied. Chaque fois, ils rappelaient quelques semaines plus tard. Quand j'ai eu 27 ans et que je gagnais vraiment de l'argent, plus de 120 000 €, ils ne se donnaient même plus la peine de raconter des histoires. C'était juste attendu. Maman m'envoyait un texto, besoin de 3 500 € pour des trucs de la maison. Et je transférais. Sans poser de questions, parce que la seule fois où j'en ai posé, j'ai eu 3 jours de culpabilisation sur comment j'abandonnais la famille et comment j'oubliais d'où je venais. Et le lendemain matin, je suis allé dans ma vraie maison. Pas leur maison, ma maison, le bien à 1,2 million € que j'ai acheté l'année dernière et où je vivais vraiment et que je payais. Ils n'étaient même pas venus me rendre visite depuis plus d'1 an. Pas depuis que j'avais arrêté d'organiser Thanksgiving après les avoir surpris en train de fouiller dans mon bureau à la recherche de documents financiers. J'ai fait du café et j'ai allumé les infos. C'était calme, paisible. Puis la sonnette a retenti. C'était ma tante Cathy, la belle-sœur de maman. Elle était là avec un air préoccupé et un plat en casserole. Classique mouvement passif-agressif du Midwest. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Je peux entrer? Je l'ai laissé entrer parce que j'étais curieux de voir à quelle vitesse le récit familial allait changer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et elle m'a tout déballé. L'annonce de papa n'était pas juste un truc aléatoire. Il l'avait planifié depuis des semaines. Maman et papa avaient déjà dit à beaucoup de gens qu'ils coupaient les ponts avec moi, en prétendant que j'étais toxique et que je les manipulais financièrement et émotionnellement depuis des années. Ils avaient présenté le toast comme un acte courageux de reprise d'indépendance. Sauf qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que j'appelle leur bluff. Ils pensaient que je rirais, que je partirais peut-être en claquant la porte, que je ferais une scène. Ils n'avaient jamais imaginé que je reprendrais vraiment la voiture ou que je couperais l'argent. Ils pensaient que j'avais besoin d'eux pour continuer à jouer ce petit jeu que nous jouions depuis des années. Cathy a dit que maman l'avait appelée en pleurant vers minuit. Pas parce que je les avais coupés, mais parce qu'elle ne pouvait pas accéder à l'un de ses comptes pour réserver un hôtel pour sa retraite post-anniversaire. J'avais oublié que j'avais aussi celui-là à mon nom. Et ils en parlaient depuis des mois, a dit Cathy, en demandant quel membre de la famille pourrait prendre leur parti, en essayant de tourner l'histoire pour que tu passes pour le méchant. Et tu me dis ça seulement maintenant, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je pensais juste qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Je l'ai remercié d'être venu, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'être seul. Après son départ, je me suis assis et j'ai fait une liste de tous les comptes que j'avais qui étaient liés à eux d'une manière ou d'une autre, compte joint, prêt cosigné, carte de crédit partagée, police d'assurance. C'était plus long que je ne le pensais, bien plus long. 2 jours après le dîner, j'ai reçu des papiers à mon bureau, une notification officielle disant que maman et papa me poursuivaient pour abus financiers sur personnes âgées dépendantes. Le procès réclamait 840 000 € de dommages et intérêts. J'ai failli éclater de rire en le lisant. Le procès prétendait que je les avais contraints à des arrangements financiers et que j'utilisais l'obligation familiale pour exercer un contrôle indu sur leurs ressources. Ils présentaient tout au chaque prêt, chaque paiement de voiture, chaque chèque de frais de scolarité pour Ashley comme si je les avais fait chanter. L'avocat qu'ils avaient trouvé devait être soit désespéré, soit complètement ignorant de qui finançait vraiment ce procès. Le meilleur,
c'est qu'Ashley s'est jointe à eux aussi. Elle a envoyé un email à la boîte générale de mon entreprise en prétendant que je l'avais harcelée, en joignant des captures d'écran de messages complètement normaux que j'avais envoyés, comme « le paiement de l'assurance de ta voiture est dû », comme preuve. Je suppose qu'elle pensait que plus l'histoire était dramatique, plus quelqu'un prendrait son parti. Mon patron m'a appelé dans son bureau cet après-midi-là. Je pensais que j'allais avoir des ennuis, peut-être même être viré. Au lieu de ça, il a fait glisser l'email imprimé sur son bureau et a dit « Tu veux me raconter ce qui se passe ?» Alors je lui ai tout raconté, le fait de soutenir ma famille pendant des années, le dîner d'anniversaire, le procès. Il a écouté sans m'interrompre, puis il a dit « Mon frère m'a fait la même chose pendant 8 ans, il a failli me ruiner. Prends tout le temps dont tu as besoin pour gérer ça. » C'est à ce moment-là que mon cousin Ryan, 31 ans, m'a appelé. Ryan et moi étions proches quand nous étions enfants, mais nous nous sommes éloignés quand ses parents, le frère de ma mère et sa femme, ont déménagé au Colorado. Il était devenu parajuriste dans un bon cabinet d'avocats et avait entendu parler du procès. « Mec, c'est quoi ce bordel qui se passe avec tante Karen et oncle Tom ?» a-t-il demandé. Je lui ai donné la version courte. Il est resté silencieux 1 minute, puis il a dit « Tu sais, ils ont essayé de faire rejoindre mes parents au procès. Ils leur ont dit que tu volais toute la famille depuis des années. Mon père leur a dit d'aller se faire foutre. Puis il m'a proposé son aide. Il a dit qu'il avait déjà vu ce genre de choses, des familles qui essaient d'armer le système judiciaire pour faire couler l'argent. Il a dit qu'il allait passer quelques coups de fil pour voir ce qu'il pouvait trouver. 3 jours plus tard, Ryan m'a envoyé un texto « Vérifie ton email. Tu vas vouloir voir ça. » L'email contenait des enregistrements audio. Pas juste 1 ou 2, des dizaines. Ma mère au téléphone avec divers membres de la famille au cours des 2 dernières années, en parlant de moi, Mike gagne stupidement beaucoup d'argent maintenant. On doit juste continuer à le faire se sentir coupable. On a un système. Tom joue le père en colère. Je pleure un peu. Ashley lui montre une fausse candidature d'emploi. Et boum, encore 10 000 €. Il est tellement naïf avec cette histoire de famille. S'il grandit un jour, on est foutu. Il s'avère que la mère de Ryan, ma tante Cathy, avait enregistré ses appels parce qu'elle s'inquiétait de la façon dont il me traitait, mais elle ne savait pas comment aborder le sujet. Quand le procès est arrivé, elle a tout donné à Ryan. Je n'ai pas répondu publiquement au procès. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux et je n'ai pas essayé de me défendre, mais j'ai commencé à construire un dossier, relevé bancaire montrant plus de 490 000 € de transferts sur 5 ans, enregistrements vocaux. Messages texto où maman demandait de l'argent pour des réparations d'urgence du toit, puis postait des photos de vacances à Canquin la semaine suivante. Et puis quelque chose s'est produit que je n'attendais pas. Ryan, qui avait toujours été le gars calme qui respecte les règles, a publié un thread détaillé sur Twitter en expliquant vraiment à quoi ressemble l'abus financier. Quand ton cousin se fait bouc émissaire par toute sa famille après avoir été leur distributeur automatique pendant 10 ans, ça a explosé. Vraiment explosé. Plus de 700 000 vues en une journée. Il n'a pas nommé de nom, mais les gens ont commencé à faire le rapprochement. Les détectives internet ont trouvé les comptes Instagram et TikTok d'Ashley et l'ont traîné si fort qu'elle a dû tout rendre privé en 48 heures. Un commentateur a trouvé un post d'il y a 6 mois où elle se vantait d'avoir fait financer son mode de vie par son frère et comment elle n'avait pas eu de vrai travail depuis 3 ans. Internet a fait son travail et soudain ses DM ont été inondés de gens qui la traitaient de sangsue. Le procès a été retiré, mais maman et papa n'en avaient pas fini. Ils ont commencé à rendre visite aux proches un par un, non pas pour s'excuser, mais pour empoisonner le puits, en disant que j'avais perdu la tête, que j'étais cruel et vindicatif, que j'utilisais l'argent pour punir l'amour. Mais cette fois, les gens n'y croyaient plus. Et soudain, les appels que je recevais n'étaient plus des demandes d'argent. C'étaient des excuses. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ta tante et ton oncle. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait, mais je ne voulais pas dire quoi que ce soit. J'ai honte d'être resté silencieux si longtemps. Mon oncle Steve, le jeune frère de papa, m'a même envoyé un long email détaillant comment papa avait essayé de lui emprunter 25 000 € l'année dernière, en prétendant que c'était pour des factures médicales. Steve a découvert plus tard que c'était en réalité pour un timeshare en Floride. J'aurais dû te prévenir, a-t-il écrit. Je ne voulais juste pas me mêler du drame familial. Je suis désolé. Ça est devenu étrangement calme après le retrait du procès.
Comme une tempête qui disparaît soudainement mais laisse tout le monde debout à attendre le prochain coup de tonnerre. Maman et papa ont arrêté d'appeler. Ashley a disparu des réseaux. J'ai presque pensé qu'ils avaient enfin compris le message. Mais je les connaissais. Le silence n'était pas une reddition. C'était une préparation. Je n'ai pas attendu ce qu'ils préparaient ensuite. La chose drôle avec les gens qui prétendent être indépendants, c'est qu'ils oublient toujours combien de ficelles ils ont laissé quelqu'un d'autre tenir. J'ai commencé petite et chirurgicale. La Tesla était déjà partie. Mais je n'ai pas juste gardé l'argent. J'ai acheté une Honda Civic de 2008 pour 4 500 € en cash et je l'ai fait livrer dans leur allée avec un nœud et une carte qui disait « On va voir à quel point vous êtes vraiment libre ». Ils ne m'ont pas remercié, mais ils ne l'ont pas non plus renvoyé. Ensuite, j'ai annulé le forfait téléphonique familial qui me coûtait 380 € par mois. Il s'est avéré qu'aucun d'eux ne réalisait à quel point leur vie était liée à ces numéros de téléphone. Ashley a perdu l'accès à tous ses comptes de réseaux sociaux d'un coup parce qu'ils étaient liés à ce numéro. Maman ne pouvait plus accéder à son email où elle gardait toutes ses infos de récupération de mots de passe. Papa a raté 3 sorties de golf avec ses copains parce que personne ne pouvait le joindre. J'ai attendu 3 jours, puis j'ai envoyé à Ashley une capture d'écran d'un message qu'elle avait posté il y a 2 ans où elle me suppliait de l'aider à configurer sa ligne professionnelle parce qu'elle ne comprenait pas les contrats. Ensuite sont venus leurs services de streaming, Netflix, Hulu, HBO Max, Disney+, Amazon Prime, Spotify Premium Family Plan, tout annulé. Leurs appareils domotiques liés à mes comptes ont été désactivés. Le service de livraison de courses qu'ils utilisaient a été fermé. Mais ce n'était que l'échauffement. Le vrai coup est venu avec l'hypothèque. J'avais co-signé des années plus tôt parce que le crédit de papa était pourri. Genre score de 520 pourri. Et maman avait pleuré à l'idée de perdre la maison où ses enfants avaient grandi. J'avais une clause dans le contrat, une clause discrète que mon avocat m'avait suggérée quand je l'avais mise en place. Elle disait que si l'une des parties rompait publiquement les liens familiaux, l'accord pouvait être dissous et le remboursement accéléré. Il a fallu moins de 5 minutes pour l'activer. Maintenant, il devait à la banque un remboursement complet de 387 000 € en 30 jours. Et c'est là que la vraie panique a commencé. Maman a appelé en premier. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal qui commençait calmement, puis craquait à mi-chemin en parlant de trahison. Papa s'est présenté à mon bureau. Mon assistante a appelé et a dit qu'un type hurlait en bas que je détruisais mon propre sang. Je lui ai dit d'appeler la sécurité de l'immeuble. Quand ils l'ont escorté dehors, il a regardé droit dans la caméra de sécurité du hall et lui a fait un doigt d'honneur. J'ai coupé cette vidéo et je la lui ai envoyée par texto, nouvelle photo de famille. Mais je n'en avais pas fini. Loin de là. La chose avec le fait de soutenir quelqu'un financièrement pendant une décennie, c'est que tu finis par avoir beaucoup d'accès à leurs informations personnelles. Je connaissais leur numéro de sécurité sociale, date de naissance, nom de jeune fille de leur mère, tout ce dont on a besoin pour la vérification d'identité. Pas parce que je fouinais, mais parce que j'avais rempli d'innombrables formulaires pour eux au fil des années. J'ai utilisé ces informations pour vérifier leur rapport de crédit. Ce que j'ai trouvé m'a fait bouillir le sang. Vous vous souvenez de mon cousin Ryan? Il s'avère qu'il avait fait plus que juste collecter des preuves. Il avait parlé à son patron au cabinet, un associé spécialisé dans la fraude financière des personnes âgées. Ils étaient intéressés par mon cas, non pas pour me défendre, mais pour utiliser ma famille comme exemple. Ils ont déjà vu ce schéma, m'a dit Ryan autour d'une pizza chez moi. Des enfants adultes qui utilisent les lois sur les soins aux personnes âgées pour extorquer de l'argent à des parents qui réussissent. Le cabinet veut établir un précédent pour arrêter ça. Donc je leur ai tout donné, tous les enregistrements, tous les relevés bancaires, tous les messages textos. Puis Ryan m'a présenté quelqu'un d'autre, Sarah, 36 ans, experte comptable judiciaire qui travaillait occasionnellement avec le cabinet. Elle avait cette vibe, pas de conneries, qui me faisait penser qu'elle avait vu toutes les arnaques financières du livre. Tes parents ont été occupés, m'a-t-elle dit après une semaine d'enquête. Ils ont ouvert des cartes de crédit à ton nom depuis au moins 3 ans. Elle m'a montré les preuves, 6 cartes de crédit avec des limites combinées de plus de 120 000 €, toutes maxées. Ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale et une ancienne adresse pour faire les demandes. Ils avaient fait les paiements minimums avec l'argent que je leur donnais pour les factures. C'était du vol d'identité, pur et simple.
Mais Sarah a aussi trouvé autre chose, l'invalidité de papa était une arnaque. Il travaillait au noir pour l'entreprise de construction de son frère depuis des années tout en touchant les prestations gouvernementales. Maman avait un compte bancaire secret où elle avait mis de côté presque 45 000 € de mon argent d'urgence. Et la maison, cette putain de maison que j'aidais à garder, n'était même plus à leur nom. Ils avaient transféré l'acte à Ashley il y a 6 mois, probablement pour la protéger du genre de situation dans laquelle ils étaient. Maintenant, c'est de la fraude à plusieurs niveaux, a dit Sarah. Fraude fiscale, vol d'identité, fraude aux prestations sociales, fraude hypothécaire. Il pourrait aller en prison pour ça. Je suis resté assis là à fixer la pile de documents qu'elle avait apportés, en essayant de tout assimiler. C'étaient mes parents, les personnes qui étaient censées me protéger, et ils m'avaient volé, menti pendant des années. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Ryan. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi voulait juste partir, couper les pertes et ne jamais regarder en arrière. Mais une autre partie de moi, une partie qui avait été réduite au silence trop longtemps, voulait la justice. Je veux qu'ils affrontent les conséquences, ai-je finalement dit. De vraies conséquences. J'en avais fini de jouer gentiment. Le patron de Ryan m'a aidé à déposer une plainte formelle pour vol d'identité auprès de la police. J'ai signalé la fraude à l'invalidité de papa aux autorités concernées. J'ai gelé tous mes comptes de crédit et contesté formellement chaque carte qu'ils avaient ouverte à mon nom. Et j'ai contacté la société hypothécaire avec des preuves du transfert frauduleux de l'acte. En 2 semaines, leur monde s'effondrait. Les sociétés de cartes de crédit exigeaient un paiement immédiat. Le bureau des prestations d'invalidité a suspendu celle de papa en attendant l'enquête. La société hypothécaire a lancé une procédure de saisie. Mais voilà où ça devient intéressant. Mon ancien colocataire de l'université, Chris, 33 ans, travaillait à la station de nouvelles locales. Je n'avais pas prévu de rendre les choses publiques, mais quand Chris m'a appelé et a dit qu'il avait entendu des rumeurs sur un procès pour abus financiers qui avait retourné, j'ai décidé que c'était le moment. J'ai donné à Chris une interview anonyme, visage flouté, voix modifiée, en racontant juste mon histoire, comment j'avais soutenu ma famille pendant des années, comment ils avaient essayé de me poursuivre quand j'ai arrêté, comment ils avaient commis une fraude et un vol d'identité. Le segment a été diffusé un mardi soir avec le titre « Abus financier familial, l'épidémie cachée ». Mercredi après-midi, ça avait été repris par 3 médias nationaux. Jeudi, ça trendait sur Twitter. Family Freeloader est devenu un hashtag que les gens utilisaient pour partager leurs propres histoires d'abus financiers familial. Les contacts d'influenceuses d'Ashley l'ont lâché immédiatement. Le frère de papa l'a viré de son boulot au noir. La coach de vie de maman, Diane, a publiquement nié l'avoir jamais connue. Puis est venu le coup de grâce. J'avais discrètement documenté chaque rassemblement familial pendant des années. Juste des enregistrements audio sur mon téléphone. Rien de sophistiqué. Je l'avais fait à l'origine pour me rappeler que je n'étais pas fou quand il me faisait douter de ce qui avait été dit ou promis. Maintenant, j'ai compilé les meilleurs moments en un fichier audio de 17 minutes et je l'ai envoyé à tout le monde dans la famille élargie. Maman qui se vantait ivre d'avoir manipulé pour que j'achète sa nouvelle voiture. Papa qui riait en disant comment il m'avait culpabilisé pour payer une procédure médicale qui était en réalité un voyage de pêche en Alaska. Ashley qui disait à ses amis que j'étais son distributeur automatique personnel et comment elle n'aurait jamais à avoir un vrai travail tant que je serais assez stupide pour continuer à financer son mode de vie. La réaction de la famille a été nucléaire. Des tantes, des oncles, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années les appelaient, leur envoyaient des textos, commentaient leurs réseaux sociaux maintenant privés mais encore visibles pour la famille. Même mes grands-parents, qui avaient toujours pris le parti de maman et papa, étaient horrifiés. Je savais qu'ils étaient des profiteurs, m'a dit ma grand-mère au téléphone, la voix tremblante de colère. Mais je n'imaginais pas que c'était à ce point. En un mois, ils étaient pratiquement persona non grata à chaque événement familial. Personne ne prenait leurs appels. Personne ne les laissait dormir sur leur canapé. Personne ne leur prêtait d'argent. Pour la première fois de leur vie d'adulte, mes parents et ma sœur étaient vraiment seuls. Ça faisait presque 2 mois depuis ce dîner d'anniversaire. 2 mois de silence de la part de ma famille immédiate pendant que leur monde s'effondrait autour d'eux. J'avais tourné la page, en me concentrant sur mon travail, en renouant avec des amis que j'avais négligés pendant que je gérais les demandes constantes de ma famille. J'avais même recommencé à sortir avec quelqu'un,
ce que je n'avais pas eu le temps de faire depuis des années. Puis, un dimanche matin au hasard, la sonnette a retenti. C'étaient tous les trois. Maman, papa, Ashley, debout sur le pas de ma porte comme un portrait de famille tordu. Maman avait clairement pleuré. Son mascara cher était étalé. Papa avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ashley tripotait son étui de téléphone sans croiser mon regard. « On peut parler ?» a demandé maman, d'une petite voix. J'ai failli leur claquer la porte au nez, mais la curiosité l'a emporté. Je les ai laissés entrer, mais je ne leur ai rien offert à boire. Je ne les ai pas invités à s'asseoir. Je suis juste resté dans l'entrée avec les bras croisés. Papa a parlé en premier. « Fils, nous avons fait des erreurs. » J'ai ri franchement. Des erreurs? Vous avez commis un vol d'identité qui est un crime. Vous avez essayé de me poursuivre après que je vous ai soutenu pendant une décennie. Vous m'avez appelé quoi déjà dans ce procès? Manipulateur et abusif. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Ashley a commencé à pleurer, vraiment sangloter. Ils vont prendre la maison. Je n'ai nulle part où aller. Mes abonnés m'envoient des messages de haine. Je n'arrive même pas à avoir un entretien d'embauche parce que tout le monde a vu l'histoire aux infos. On dirait des conséquences, ai-je répondu. Maman s'est avancée, en tendant la main vers mon bras. J'ai reculé. Mike, s'il te plaît. Nous sommes désespérés. L'invalidité de ton père a été coupée. Il l'enquête pour fraude. Les sociétés de cartes de crédit menacent de porter plainte. Nous pourrions aller en prison à nouveau. Conséquence, ai-je répété. Le visage de papa s'est durci. Tu laisserais tes propres parents aller en prison après tout ce qu'on a fait pour toi. Et c'est là que j'ai craqué. 10 ans de rage refoulée ont explosé. Qu'est-ce que vous avez exactement fait pour moi? Vous avez payé mes études? Non, j'ai travaillé à plein temps en prenant des cours. Vous m'avez aidé pour mon premier appartement? Non, j'ai vécu dans un trou à rats avec 3 colocataires pour économiser. Vous avez déjà mis mes besoins avant les vôtres? Jamais. Vous avez pris, et vous attendiez que je continue à donner parce que nous partageons de l'ADN. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré un tableau Excel que j'avais fait, chaque transfert, chaque paiement, chaque prêt sur la dernière décennie. Le total en bas, 733 846,29 €. C'est ce que vous m'avez pris. Sans compter le vol d'identité, sans compter le coût émotionnel, sans compter les opportunités que j'ai manquées parce que j'étais trop occupé à financer votre mode de vie. Maman pleurait maintenant à chaudes larmes. Papa avait l'air d'être sur le point de vomir. Ashley s'était affaissée contre le mur. Nous n'avons nulle part où aller, a murmuré Ashley, la voix brisée. J'ai essayé de postuler à des emplois, mais personne ne veut m'embaucher. Mon crédit est détruit. Je n'arrive même pas à avoir un appartement. Je vais tout perdre, a dit papa, d'une voix creuse. La banque saisit la maison, a ajouté maman en tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Nous serons sans abri dans 30 jours. Ils me fixaient tous, attendant que je craque, que je leur offre de l'argent, que je les sorte d'affaires une fois de plus. C'était le même regard qu'ils m'avaient lancé 100 fois auparavant. Mais cette fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais fort. C'est le fond du trou, leur ai-je dit. C'est ce qui arrive quand vous traitez les gens comme des distributeurs automatiques au lieu de la famille. C'est ce qui arrive quand vous vivez au-dessus de vos moyens et que vous attendez que les autres paient la note. Maman a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Pendant 10 ans, j'ai encouragé votre comportement. Je vous ai facilité l'évitement des responsabilités. J'ai été votre filet de sécurité, votre compte bancaire, votre plan de secours. Et en retour, vous m'avez menti, vous m'avez volé et vous avez essayé de détruire ma réputation quand j'ai enfin dit stop. Je suis allé à mon bureau et j'ai sorti 3 enveloppes. Je les avais préparées il y a des semaines, en espérant ne pas en avoir besoin, mais en sachant que ça arriverait probablement. Voici les conditions, ai-je dit en leur en donnant une à chacun. Non négociable. Dans chaque enveloppe se trouvait un document différent. Pour papa, les informations d'inscription à un programme de formation professionnelle pour seniors et un bon que j'avais payé couvrant le coût total. Pour maman, les papiers pour un petit studio que j'avais loué pour 6 mois, assez de temps pour qu'elle se remette sur pied,
et des informations sur de vraies offres d'emploi dans la région. Pour Ashley, une lettre d'acceptation dans un programme de formation professionnelle en codage médical et facturation que gérait un ami à moi. Je ne vous donne pas d'argent, ai-je expliqué. Je vous donne une dernière chance de devenir de vrais adultes fonctionnels. Prenez-la ou laissez-la, mais si vous la laissez, nous en avons fini pour toujours. Je porterai plainte pour le vol d'identité. Je m'assurerai que chaque employeur potentiel sache exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait. Je ferai en sorte que l'option nucléaire que j'ai déjà utilisée paraisse comme un échauffement. Papa a commencé à argumenter, mais maman l'a attrapé par le bras. Ils ont chuchoté furieusement entre eux. Ashley fixait juste la lettre dans ses mains. « Pourquoi tu ferais ça après tout ?» a-t-elle finalement demandé. « Parce que, contrairement à vous trois, je comprends ce que la famille devrait vraiment signifier. C'est la dernière aide que vous obtiendrez jamais de moi. Faites en bon usage. » Ils sont partis sans un mot de plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils acceptent les offres, honnêtement. Je pensais qu'ils trouveraient un autre proche à parasiter. Une autre histoire à raconter. Mais une semaine plus tard, Ryan m'a appelé, tu ne vas pas le croire. Oncle Tom s'est présenté à ce programme de formation professionnelle aujourd'hui. 2 jours après ça, la société de gestion immobilière du studio de maman a confirmé qu'elle avait pris les clés. Je n'ai contacté aucun d'eux. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas demandé comment ils allaient. Cette partie de ma vie était terminée. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de papa. Juste quelques lignes, le programme m'a trouvé un boulot dans un entrepôt. C'est du travail dur, mais c'est honnête. Merci de ne pas m'avoir laissé aller en prison. Je n'attends pas ton pardon. 1 mois après ça, un texto de maman avec une photo de son badge d'employé d'un hôtel local où elle avait obtenu un poste de réceptionniste. Rien d'Ashley jusqu'à presque 1 an plus tard, quand elle m'a envoyé un email, j'ai terminé le programme, j'ai un boulot dans un cabinet médical. Le salaire est correct. Je déteste toujours ce que tu nous as fait, mais je ne vis plus dans ma voiture, donc je suppose que c'est quelque chose. Je n'ai jamais répondu à aucun d'eux. Je ne le ferai jamais. Quant à moi, j'ai pris une partie de cet argent que je gaspillais pour eux et je l'ai investi. J'ai lancé ma propre société de conseil en logiciel, j'ai acheté un chalet à la montagne où je passe les week-ends avec des gens qui tiennent vraiment à moi. Ryan et sa femme ont une invitation permanente. Tout comme les autres cousins qui sont restés à mes côtés. La famille parasite dans laquelle je suis né, ils doivent vivre avec les conséquences d'avoir traité leur fils comme un distributeur automatique. Et moi, je vis libre. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir les gens. C'est de les forcer à enfin grandir pendant que tu avances sans eux. Et dit d'eux, certaines personnes disent que j'ai été trop dur avec eux et que j'aurais dû leur donner plus de chance. Soyons clairs, ils ont eu 10 ans de chance. 10 ans de soutien, de seconde chance, juste 7 fois de plus. Si vous pensez toujours que j'aurais dû continuer à les soutenir, n'hésitez pas à leur envoyer votre argent. Je suis sûr qu'ils l'apprécieront. Et dit 3, oui, je surveille toujours la situation du vol d'identité. Non, ils n'ont pas essayé d'ouvrir de nouveaux comptes à mon nom. Oui, j'ai changé tous mes mots de passe, question de sécurité, et j'ai pris un nouveau numéro de téléphone. Faites-moi confiance, je ne baisse pas ma garde. Et dit 4, pour ceux qui demandent une mise à jour, ça fait environ 2 ans que tout ça s'est passé. Papa est toujours à son boulot d'entrepôt et il a été promu superviseur d'équipe. Maman a quitté l'hôtel après 8 mois et travaille maintenant comme administrative dans un cabinet dentaire. Ashley est toujours au cabinet médical et sort apparemment avec l'un des infirmiers là-bas. Aucun d'eux ne m'a redemandé d'argent. Je considère ça comme une victoire.